Monsieur Kassé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Eva, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous sur un plateau après Tambacounda. Donc voilà. D'accord. Alors, en tant que directeur général de la SNHLM, qu'est-ce qui justifie votre visite à Ziguinchor? Bon, au-delà du fait que c'est toujours un plaisir de venir dans cette belle et verte Casamance, je suis ici pour des raisons professionnelles, liées donc à la société dont la gestion m'a été confiée, qui est la Société nationale des habitations à loyer modéré. Bon, qui dit société nationale dit effectivement présence nationale. Donc nous avons ici à Ziguinchor un de nos projets phares, qui est le projet de HLM Kenya, qui est attenant ou mitoyen à l'université Hassan Sek. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un projet qui a duré, parce qu'au départ du projet, nous avons eu une défaillance de l'entreprise initiale qui avait été choisie par appel d'offres. Nous avons dû réorganiser la mise en concurrence pour trouver une nouvelle entreprise pour exécuter les travaux. Ce qui explique un peu les délais un peu longs en termes d'exécution. Il s'est aussi trouvé que les rigueurs de l'hivernage et également les lenteurs qu'il y a eu dans la mise à disposition des différentes villas aux attributaires désignés a amené quelques contraintes au niveau de la mise en service totale de la cité, parce qu'il y a eu une mise en service partielle. Il faut savoir que dans le site, l'adduction d'eau est faite, l'électricité est présente, l'électrification a été faite, l'électrification publique, l'éclairage, et il s'avère qu'il y a des problèmes dans la voirie. Et pour qui sait en fait la nature du sol qu'il y a là-bas, les éléments de voirie sont des éléments importants. Donc nous avions discuté avec le collectif pour effectivement lever ces contraintes afin de leur permettre de rentrer en possession de leur maison. Donc j'étais venu m'enquérir de la situation parce qu'effectivement on a pu trouver une solution pour le démarrage du pavage de la voirie intérieure. En même temps, il me fallait instruire également les services de l'agence régionale pour qu'on puisse procéder au nettoyage total et à la levée de toutes les contraintes afin qu'on puisse trouver une issue heureuse pour un projet aussi important, parce que c'est un beau projet, c'est un nombre important de logements. Et en plus de cela, nous pensons également à tous ces pères de famille qui ont investi et à qui nous devons aujourd'hui simplement un logement décent. Donc c'est la raison de ma visite. C'est vraiment une visite pour poursuivre les efforts que nous avons faits pour effectivement lever toutes ces équivoques. Okay. Alors, est-ce que les populations peuvent quand même garder espoir que vraiment leurs soucis seront, leurs problèmes seront réglés en tout temps? Mais bien évidemment, parce que tout part d'un dialogue, hein, et quelquefois dans un dialogue, il peut y avoir des échanges aigres-doux, Ouais. mais la volonté de toutes les parties, c'est que chacun se retrouve dans ce qui était son but initial. Le but initial de la SNHLM, c'était de permettre à certains Sénégalais d'accéder à un logement, et le but de ceux qui sont attributaires de ces logements, c'est de rentrer en possession de leurs clés. Donc le juste milieu, c'est de négocier pour trouver en temps réel des solutions qui peuvent être de bonnes solutions pour tout le monde. Donc nous sommes là vraiment pour lever les contraintes. Bon, on l'espère. Et nous allons parler politique. Bon, beaucoup de bruit noté dans l'installation du directoire de campagne. Qu'en est-il pour Tamba? Bon, pour Tamba, nous nous sommes réunis ce week-end. Il y a eu quelques couacs, évidemment, parce qu'il ne peut pas manquer de couacs en politique, hein, parce que c'est normal. La politique, c'est tout de même le choc des ambitions. Alors, mais tout de même, je pense que comme nous l'avons fait précédemment lors des consultations législatives, lors de la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales, lors des élections locales,
Je pense que nous trouverons également là un compromis à force de négociation pour que chacun se donne la main, surtout que ce n'est pas l'élection qui concerne les responsables locaux, ce n'est pas l'élection de Sidiki Kaba, ni de Mamadou Kassé, ni de Mamba Lolo, c'est l'élection du président de la République. Donc nous devons nous donner la main, nous devons intensifier l'unité réelle, pas l'unité de façade. Nous devons travailler à se donner la main pour donner une large majorité au président de la République, parce qu'il le mérite. Quand je dis qu'il le mérite, c'est parce que d'abord, il n'est pas dans la politique fiction, il est toujours dans le temps de l'action, dans le temps qui importe aux Sénégalais, il est dans les réalisations, il est dans ce qui est utile aux Sénégalais. Donc, par conséquent, je pense qu'il dispose d'un bilan, même si un bilan ne suffit pas à se faire réélire. Mais je dois dire qu'avec son engagement, sa détermination, également l'évolution qu'il a connue en termes d'élection et l'élargissement de sa propre majorité, j'ose espérer que sur ces bases-là, il y a de fortes chances qu'il puisse passer au premier tour. Mais nous devons faire les efforts nécessaires, chacun au niveau de sa base, en commençant par l'unité qui donne de la sérénité aux militants. Donc, est-ce que la coalition est bien assise pour remporter la victoire le 24 février? Moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé tout simplement parce que les citoyens sénégalais sont aguerris. Ce sont des citoyens mûrs, des citoyens bénéficiant d'une très grande maturité et d'une grande subtilité en termes de vote. Lorsqu'il s'agit en dernier lieu ou en dernier ressort de mettre le bulletin dans l'urne, ils savent faire parler leur ménage, se souvenir de certaines choses, en ce qui nous concerne certainement des réalisations qui ont été utiles, des grands bonds que le Sénégal a réalisés, notamment dans la consolidation et l'accélération de l'évolution de certains agrégats macroéconomiques, mais surtout, vu qu'on est dans la verte Casamance, les grands efforts qui ont été faits ici en termes d'infrastructures, la mise à disposition d'ouvrages de desserte, le désenclavement de la Casamance, qui est une réalité aujourd'hui, avec cette mobilité bien organisée, bien assise, avec le pont de Farafenni récemment, bien avant tout ça, les bateaux Aguène et Djambogne, aujourd'hui la desserte Air Sénégal plus Transair, le pôle économique qui est une réalité, la défiscalisation dans la politique touristique, la construction d'infrastructures dans la boucle du Blouf et également la RN6 et j'en passe. Les réalisations ont été nombreuses. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut saluer, c'est le retour de la paix. Parce que quand la paix est là, le Sénégal respire, quand la paix est en Casamance. Et vous parlez tout à l'heure du pont de Farafenni, tout à fait. Qu'est-ce que la SNHLM compte faire pour le flux de personnes qui voudraient venir à Ziguinchor ou d'autres peut-être qui voudraient s'installer à Ziguinchor? Bon, intensifier l'offre. Vous savez, vous nous avez vu la dernière fois procéder à la réception technique et à la remise symbolique de la clé de HLM Mindis Extension, qui est un lot de logements qui vient s'ajouter à notre titre foncier vieux déjà de quasiment 57 ans sur Fatick. D'abord, nous avons validé de nouveaux prototypes pour donner un nouveau cadre à ceux qui veulent acquérir. Mais ce qui est important, c'est le programme que nous avons lancé, le programme national 6045. Le programme H6045, et qui consiste à ériger dans tous les chefs-lieux de département au moins une cité de 60 logements, 60 unités d'habitation qui peuvent se compter en logements ou en parcelles assainies. Alors, d'abord, Kenya est inscrit dans le 6045. C'est d'ailleurs pour ça que nous intensifions aujourd'hui encore les travaux de pavage, mais également finir le rafraîchissement des façades pour pouvoir donner à tout un chacun sa clé. Parce que justement, ces 100 de logements qui ont été construits sur Kenya sont des logements qui rentrent dans le programme 6045 en termes de comptage d'unités. Mais il y a également ce projet
de développement dans la commune de Niaguis, où il y a l'idée, dans la zone qui est attenante au cimetière de Kantène, effectivement les parcelles assainies, pour que chacun puisse également s'adonner à l'autoconstruction en disposant d'une parcelle viable. Alors, pour parler toujours politique, comment percevez-vous les messages d'Ousmane Sonko qui semblent valoriser les jeunes? Oui, moi, vous savez, je ne suis pas très réceptif à ce message pour deux choses. D'abord, je dois dire que, comme je le dis à chaque fois, j'ai toujours salué son courage. Il a quelque part un peu de mérite. Mais vous savez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être téméraire. Il faut avoir un projet bien ficelé pour pouvoir diriger le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas tomber entre les mains du premier venu. Je m'explique. D'abord, j'estime que ce que j'ai toujours retenu de Ousmane Sonko, avec qui j'ai débattu pendant 1h30 d'horloge sur plusieurs questions d'intérêt national, il y a de cela maintenant 4 ou 5 ans. Ce que j'ai toujours retenu de son message, c'est qu'effectivement, il prônait, je pense, la transparence, de sorte à hériter du sobriquet de Monsieur Propre. C'est-à-dire qu'il ramenait tout le monde à ses cahiers ou à ses leçons pour demander des éclaircissements par voie publique sur des questions quelquefois qui étaient astronomiques, hein, franchement, qui étaient un peu, à mon sens, surfaits. Bon, vous savez, maintenant, c'est peut-être le retour à l'envoyeur. Parce que lorsqu'on est dans cette posture de demander des explications aux uns et aux autres parce que vous les accusez, lorsque d'autres personnes vous accusent, je pense que l'opinion attend de vous d'abord la posture de l'explication. Non pas, s'il dit aujourd'hui qu'il ne répond qu'au procureur, mais les gens qu'il interrogeait au niveau, dans le débat public, auraient pu lui rétorquer la même chose. Donc moi j'estime que dans la pédagogie du bon exemple, il devrait édifier les Sénégalais sur ces questions qui sont tout de même des questions énormes. On parle de sommes astronomiques. Moi, vous savez, là, je tiens à la présomption d'innocence. Je ne dis pas que j'y crois. Ce n'est pas ma démarche. Mais en réalité, j'analyse par rapport à sa propre posture. Donc lui-même est victime peut-être de ces mêmes procédés dont ces victimes se plaignaient. Et il prend la posture de « je ne dis rien ». Donc, ça peut quelquefois porter à équivoque ou bien alors nous amener à avoir un certain nombre de doutes sur la véracité soit de ses propos lorsqu'il accuse ou alors quelquefois aussi d'un soupçon de vérité sur ce sur quoi on l'accuse. Alors, donc moi je pense qu'il gagnerait à prendre le micro, comme il sait si bien le faire pour communiquer sur d'autres choses. Je pense qu'il gagnerait effectivement à édifier l'opinion publique à cela. La deuxième chose que je dois dire et que je remarque, c'est que c'est l'effet de mode, ce que les plus jeunes appellent le buzz. Moi, pour moi, je ne fonctionne pas dans le buzz. Et en politique, il faut même refuser de fonctionner dans le buzz. Parce que la politique, c'est l'endurance, c'est la durabilité, c'est la pérennité, c'est les couleuvres qu'on avale. Mais c'est la résistance qui est le socle des hommes qui perdurent en politique. Il faut avaler des couleuvres, recevoir des coups, quelquefois en donner. Mais il faut toujours rester dans les bonnes règles du jeu. Alors, c'est ça le jeu politique. Donc, il en a donné des coups, aujourd'hui, il en reçoit. Le buzz, à mon avis, reste quelque chose d'éphémère. Moi, je préfère encore être avec mon leader qui est dans la pérennité de l'action. Je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez prendre comme ce qui est arrivé, vous pouvez
bloquer les grands axes en remplissant la place Bambaya. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, quelle est la composition? Ma question, c'est quelle est la composition de ce rassemblement? Parce que j'ai encore en mémoire l'arrivée de Abdoulaye Wade lors des dernières législatives. Il semblerait qu'on a aussi avancé de grands chiffres, hein, de personnes qui le suivaient partout, à Saint-Louis, à Dakar, qu'il drainait les foules. Mais à l'arrivée, lorsqu'il a fallu compter le suffrage des Sénégalais, je ne pense pas qu'il en était sorti avec un score honorable, qui reflétait vraiment ce que l'on voyait avec des foules qui le suivaient, qui appelaient au sopi et tout ça. Donc c'est ce que j'appelle la maturité. Alors que lorsque le président débarque à Tambacounda et qu'on le reçoit à la place de la gare ou encore à l'esplanade de la mairie ou bien au grand terrain de Garage Kotiari, je me dis que ce sont des personnes engagées, des personnes qui ont la carte du parti, des personnes qui sont avec lui dans le Benno Bokk Yakaar, des personnes qui sont avec lui dans sa grande majorité présidentielle, des personnes qui avaient voté pour lui, des personnes qui n'avaient pas voté pour lui mais qui sont convaincus que travailleur qu'il est, il est la chance pour le Sénégal. Donc, je dis que la qualité des foules n'est pas la même. On le voit même dans l'engouement des rassemblements. Donc, j'en déduis qu'effectivement, ça peut être tout ça une poudre aux yeux. Alors, quel regard portez-vous sur les médias en fait, surtout à quelques jours de l'ouverture de la campagne? Bon, vous savez, moi je suis très mal placé pour porter un regard critique sur les médias. Donc je vais essayer d'être ce que j'ai voulu toujours être et que je pense que je serai toujours, c'est-à-dire positif. On a toujours décrit les médias comme le quatrième pouvoir. Moi je pense que c'est effectivement le quatrième pouvoir. Parce que lorsque dans le droit, la science politique classique, qu'on nous apprend à travers le droit constitutionnel et les sciences politiques et le droit public en général, que l'État, c'est les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Étant entendu que le pouvoir législatif est celui qu'on assimile plus à la voix du peuple. Je pense qu'il y a le pouvoir médiatique. Et aujourd'hui, tout le monde communique. Et tout le monde est obligé de communiquer. Quand on veut faire connaître au monde ce que nous réalisons, nous communiquons par la voie des médias essentiellement. Lorsque nous avons un produit à vendre, la démarche marketing voudrait effectivement qu'on ait une communication claire avec une stratégie bien ficelée. Mais il y a aussi ce que les médias nous renvoient. Quand je dis ce que les médias nous renvoient, c'est ce qu'ils vont fouiller et donner à consommer à nous-mêmes consommateurs. Et je pense que les médias, à mon avis, gagneraient à se positionner davantage sur le débat qualitatif qui fait avancer les choses. Parce que les médias peuvent construire, mais les médias détruisent aussi facilement. Mais est-ce que l'objectif, c'est de détruire? Bon, c'est une question qui est posée. En tout cas, moi, j'ai énormément de respect pour les journalistes. Pour d'abord, ceux qui ont été journalistes dans ma famille et que j'ai estimé qu'ils avaient en eux, ils portaient en eux ces mots sacrés, déontologie et éthique, que vous aimez bien nous rabâcher et que vous foulez souvent aux pieds en passant. C'est juste une petite pierre, comme vous savez bien le faire. Moi, j'aurais été, je pense, un bon journaliste.
Mais je m'en limite à ça. C'est pas pour rien que, par exemple, on a Mamadou Kassé, formateur au CESTI, qui est mon oncle et que j'adore parce que et qui fait que j'apprécie le journalisme. Les Mamles Camara, il y a quand même des Mbaye Sidi Mbaye. Bon, ça c'est peut-être la génération au-dessus. Bon, la crème, les sages. Mais il y a les Mamoudou Ibrakan, les Alsan Samba Diop, bon, Cheikh Yérim Seck. Des personnes que j'apprécie particulièrement pour la pertinence de leurs analyses, Madiambal Diagne, bon, Cheikh Mbacké Guissé. Franchement, il y a Amadou Ba de l'AS, que je trouve qui est l'une des plus belles plumes que j'ai pu découvrir. Franchement, je trouve qu'il a un style et une pondérance quelquefois, et souvent aussi une subtilité. Donc tout ça me dit que la science de la plume, la science de l'oral, la science des réseaux gagnerait à être mieux valorisée. Parce que je trouve que, par exemple, les médias devraient être un bon véhicule pour la force culturelle que nous incarnons. Devraient être un bon véhicule pour vendre le Sénégal. Devraient être un bon véhicule pour l'image que nous devons donner aux autres. Donc effectivement, et également une bonne veille pour ce qui nous est cher, c'est-à-dire la démocratie et également notre système que nous voulons préserver. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mal utilisés. Des gens les utilisent pour peut-être se rendre la monnaie, pour se dire, bon, pensez-vous que des attitudes pareilles sont normales, surtout dans une société sénégalaise? Le message que vous lancez à la jeunesse sénégalaise, c'est surtout... Bon, vous savez, moi je pense que ce sera difficile de renverser la machine. Mais ce que je pense réellement, c'est que dans le fonctionnement des réseaux sociaux, ce qu'il y a de plus partagé, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire, dites-vous que ce que vous véhiculez comme message et qui est destructeur pour certains, vous le recevrez en retour à un moment ou à un autre. Donc la modération, elle est importante. Bon, et puis, dans les réseaux, quand je prends un réseau comme Facebook, il y a aussi des clés de blocage, parce que on choisit ses amis. Mais aussi, on peut bloquer des personnes, on peut faire sortir des personnes de votre sphère, de sa sphère d'influence. Donc, est-ce qu'on utilise assez déjà les possibilités qui nous sont données par ce réseau social puissant? Après, il y a l'Internet. Il y a en tout cas un puissant, je dirais, outil ou instrument qui est en train de se développer, qui est puissant dans le sens positif, mais qui peut l'être aussi dans le sens négatif. Maintenant, où est le sens de l'équilibre? Je pense qu'il appartient au pouvoir public et dans la partie nouvelles technologies d'information et de communication, mais aussi aux professionnels de l'information et de la communication, de réfléchir à un juste équilibre. Mais en tout cas, il y a des pratiques tout à fait condamnables dans l'utilisation de nos réseaux. Moi, je trouve inacceptable que l'on puisse utiliser des pages ouvertes, privées, à usage public, pour insulter, faire des outrages, sortir des insanités, et même quelquefois se livrer à des guerres qui ne disent pas leur nom. Et puis moi, je ne suis pas du tout dans la phobie du j'aime. C'est-à-dire, oui, j'ai je ne sais pas combien de millions de j'aime. Donc, parce que c'est pas parce qu'on a cliqué aime que forcément on est consentant. Parce que il faudrait qu'on crée une touche je n'aime pas pour voir effectivement quel est l'effet. Il existe en tout cas, quand on fait ça, c'est que je n'aime pas. Moi, je trouve que j'aime, c'est plus... souvent, c'est plus visible. Moi, je pense qu'on devrait créer juste une touche j'aime et une touche je n'aime pas. Et vous verrez que beaucoup deviendraient un peu plus humbles. Ça va créer des frustrés aussi. Hein?
Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, Mamadou Kassé, un mot pour le groupe Média du Sud. Bon, vous savez, moi quand je suis attaché à quelque chose, c'est jamais sans raison. Alors, pour moi, j'ai une histoire avec ce média et je pense que cette histoire restera éternelle. Je suis venu ce matin dans vos locaux, mais j'ai été impressionné par la qualité de vos installations et surtout de voir que vous êtes à la pointe de la technologie et également de votre propre art. Moi, je me demande honnêtement qu'est-ce qui coince pour que vous preniez votre envol. Parce que tout de même, il y a des efforts, lorsqu'ils sont faits au niveau local, doivent être accompagnés. En tout cas, moi, je suis un homme loyal et fidèle. Je pense que c'est une des qualités que je peux de manière très humble décrire chez moi-même. Et franchement, je suis d'autant plus loyal que je me retrouve dans ce que vous faites. Parce que tout de même, il y a du recherché. Moi, j'aime bien déjà le logo GMS, j'aime les couleurs, j'aime le dynamisme et l'interactivité que vous développez, le personnel jeune, engagé et le fait que vous veniez vous installer à Ziguinchor. Tout ça, vous auriez pu l'investir à Dakar et puis user de vos mains ou de vos pieds pour faire comme tous les grands médias. Mais vous avez préféré effectivement faire vivre les dynamiques et les questions locales et ça c'est important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous avais choisi pour m'accompagner dans une tournée à Tambacounda et je vous invite encore à venir partager avec moi quelques moments de campagne ou l'intégralité de la campagne à Tambacounda où vous aurez réellement de la bonne information. On le souhaite vivement. Alors, chers internautes, je rappelle que nous étions avec Mamadou Kassé, directeur général de la SNHLM, en visite à Ziguinchor. Alors, c'est tout pour votre entretien, ou plutôt notre entretien, Mamadou Kassé. C'est ça. Merci pour votre disponibilité. Merci Eva, c'est toujours un grand plaisir.